Katali. Bonjour. Alors nous sommes aujourd'hui au Palais de Tokyo pour parler de l'avenir du temps. Mais c'est quoi le temps? C'est une mesure scientifique concrète ou c'est juste une perception des hommes, des animaux, de la nature? Saint-Augustin a dit très justement il y a très longtemps que quand on parle du temps, on sait très bien ce que c'est, mais quand il s'agit de le définir, on ne sait absolument pas le faire. Ça reste vrai aujourd'hui. C'est un des concepts, certainement le concept le plus difficile à définir, parce que dès qu'on essaye, il fuit, il est autre chose. Disons que le temps, vous l'avez défini tout à l'heure par sa mesure. Et c'est en effet la chose la plus simple qu'on puisse faire, c'est dire on mesure le temps. On mesure le temps depuis très longtemps d'ailleurs, puisque ça fait plus de 40 siècles qu'on divise les jours et les nuits en 12 heures. 40 siècles pour les nuits et 35 siècles pour les jours, et puis à peu près un peu plus longtemps qu'on a, un peu moins longtemps qu'on a des visions plus précises du temps. On voit assez bien la mesure du temps, on en dira tout à l'heure quelque chose, mais le temps lui-même, c'est quelque chose qui est extraordinairement complexe à définir, dans la mesure où, par exemple, on ne sait même pas si on peut dire qu'il y a un début au temps. S'il y a un début au temps, c'est qu'il y a un avant le temps. S'il y a un avant le temps, par définition, parler de l'avant le temps, c'est déjà parler du temps, donc il ne peut pas y avoir d'avant le temps. Et s'il n'y a pas d'avant le temps, ça veut dire que le temps est infini dans le passé. Ce qui est un concept extrêmement difficile à comprendre, surtout s'il y a naissance de l'univers, comme on le pense, il y a 14 millions d'années. Donc est-ce qu'il y a quelque chose avant le temps, ou est-ce que le temps est né avec l'univers? Ça, c'est des questions totalement... C'est-à-dire qu'on ne peut parler que de mesure du temps. Disons que c'est plus simple de parler de mesure du temps, mais en même temps, il y a quand même deux choses très importantes qu'il faut comprendre. C'est que pour l'humanité, le temps, ça a été deux choses très, très différentes. C'était d'abord l'obsession du retour du même. Il fallait que le temps soit cyclique, parce qu'on avait besoin du retour du jour après la nuit, on avait besoin du retour de la pluie après la sécheresse, on avait besoin du retour des saisons, on avait besoin de la cyclicité qui crée les conditions de la vie. Il n'y a pas de vie sans agriculture, sans retour du même. Donc l'obsession, et d'ailleurs le religieux est né avec l'observation agricole, et on priait les dieux du retour du même. Donc il y avait une sorte d'obsession d'un temps qui soit stable, cyclique. Puis inversement, et assez tard d'ailleurs en histoire humaine, disons vers il y a 3000 ans à peu près, peut-être un peu plus, il y a eu l'idée que le temps n'était pas cyclique, que si le temps était cyclique, ce n'était pas forcément la meilleure chose qui puisse arriver, mais qu'il y avait l'idée de progrès, et que le temps pouvait avancer dans une direction. Et donc l'idée que les hommes pouvaient habiter le temps, construire le temps. Avec l'idée aussi qui est apparue un peu plus tard, que le temps avance en effet soit pour le mieux, les hommes bâtissent des bâtiments, des civilisations, des cultures, mais aussi pour le mal, parce que tout se dégrade avec le temps. C'est ce qu'on a progressivement construit. Et puis après, il y a eu l'idée qui est apparue que le temps, c'est le travail, que le travail définit le temps, que le temps définit le travail. On a mesuré la valeur du travail avec le temps, on a mesuré le temps en fonction du travail. Mais là aussi, c'est une notion qui a un peu disparu, parce que le travail, d'une part, occupait 80% de la vie éveillée. Aujourd'hui, si on réfléchit bien, aujourd'hui, dans notre vie, dans nos pays développés, le travail n'occupe même pas 10% de notre vie éveillée, travail au sens du travail salarié. Et en même temps, la rémunération du travail n'est plus liée au temps. On n'est pas rémunéré au nombre d'heures qu'on passe au travail, mais la qualité du travail. Donc le temps est un concept qui s'efface, s'élimine, disparaît, se complexifie de plus en plus. Et puis se pose la question aussi de savoir si le temps est infini dans l'avenir, pas seulement dans le passé. Alors est-ce qu'on pourra imaginer inventer d'autres mesures du temps à l'avenir? Dans quel domaine, par exemple? Parce qu'on connaît les saisons, l'horloge, les âges, les cycles. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne connaît pas parce qu'il y a un temps qu'on n'a pas encore, qu'on ne connaissait pas ou qu'on ne sait pas encore maîtriser? Bon, d'abord, il y a une tendance évidente qui est en marche et qui va continuer, c'est qu'on a besoin d'une précision croissante dans la mesure du temps. Avant, on mesurait les heures approximativement, ça suffisait. Les années approximativement, ça suffisait. Puis après, au XVIIIe siècle, on avait besoin, parce que les bateaux partaient en mer, de mesurer véritablement avec précision pour connaître la position des bateaux. On a inventé le chronomètre au XVIIIe siècle, les Anglais. Puis ensuite, on a essayé d'avoir des horloges encore plus précises, et donc on a utilisé le quartz au milieu du XXe siècle, parce que la résonance du quartz donne une mesure très précise. Puis ensuite, on a fait des choses de plus en plus précises avec d'autres résonances d'autres matériaux, le césium, etc. Et aujourd'hui, on a des mesures du temps, disons que on parle de la dixième de seconde au XVIIe siècle, pas avant le XVIIe siècle. Aujourd'hui, on parle
millionième de milliardième et on va parler de milliardième de milliardième. Pourquoi est-ce qu'on a... donc on a un temps de plus en plus petit parce que la mesure petite va avec l'extraordinaire accélération des vitesses de calcul et donc il faut avoir une précision dans la vitesse de calcul, dans la mesure du temps qui soit égale à la vitesse de calcul. Donc on va avoir... Est-ce que l'époque à laquelle on savait mesurer, par exemple au XVIIe siècle, le dixième de seconde, est-ce que c'était déjà extrêmement sophistiqué, cette mesure du temps, par rapport aux moyens qu'on avait pour la mesurer? Ah oui, disons, le sablier au XIIIe siècle était déjà assez précis, en tout cas pour les mouvements sur la Terre. Le pendule, ensuite l'horloge à pendule a été très précise au XVe siècle. Mais très précis par rapport aux moyens de l'époque, la façon de... Extrêmement précis, c'était vraiment... La mesure du temps, c'est quelque chose sur lequel les civilisations ont toujours travaillé de façon sophistiquée. C'est l'avant-garde de toutes les technologies, toujours. Parce que maîtriser le temps, c'est maîtriser le pouvoir. D'ailleurs, les batailles fondamentales, c'est pour savoir qui est le maître du temps. Pendant longtemps, c'est les églises, donc le clocher le plus haut. Ensuite, c'est les beffrois, les maires politiques, donc le beffroi est plus haut que l'église. Donc, et aujourd'hui, le temps, comme le pouvoir, est de plus en plus disséminé. Il y a des horloges partout, dans tous les appareils. On voit bien que la mesure du temps est tout aussi disséminée que le pouvoir. Elle est partout, dans tous les appareils qui mesurent. Et on va même... Qu'est-ce qu'on va chercher à mesurer à l'avenir qui nécessitera d'aller encore plus loin dans cette recherche de la mesure du temps? Eh bien, les outils informatiques vont permettre, et ça va être la grande révolution de demain, d'être tout le temps en temps réel. Prenez un exemple, par exemple. Vous avez aujourd'hui un tsunami quelque part. Avant que ce tsunami entraîne sa mesure, puis la prise de conscience de sa mesure, puis les réactions d'alarme, il se passait avant des semaines, et puis quelques heures, et parfois quelques minutes. Maintenant quelques minutes, mais on n'est pas en direct. De même, quand on suit l'opinion publique, par exemple... On n'est pas en direct dans la connaissance de ce qui se passe. Par exemple, maintenant, prenons l'opinion publique. On fait un sondage, ça prend du temps, on interroge les gens au téléphone, c'est un sondage d'ailleurs, et on a le résultat 2 jours plus tard ou même quelques heures plus tard, mais ce n'est pas en direct. La grande évolution qui est en train de se passer, c'est que la capacité de mesure va être si grande qu'on aura tout en direct. Et même pas sous forme de sondage d'ailleurs, ce sera tout le monde. On va mesurer le point de vue de tout le monde, et donc on aura en permanence l'action, la réaction. C'est-à-dire avec la transmission par les outils de nouvelles technologies, les téléphones, les ordinateurs. Oui, et ce qu'on appelle le parallel processing, c'est-à-dire les technologies informatiques qui vont permettre d'augmenter de façon quasiment infinie les capacités de calcul et de stockage des données, vont permettre... Voilà comment on occupera notre temps qu'on n'utilise pas à travailler. On sera sans cesse sollicité. On sera sans cesse sollicité, mais on n'aura pas besoin de l'aide parce qu'on aura sur soi des puces RFID qui vont sur soi ou sur les objets qui nous entourent mesurer sans qu'on réponde aux questions. On n'a pas besoin de répondre aux questions pour savoir les choses, mais on sera en permanence mesuré sur toutes les coutures. Et c'est très effrayant, hein. Notre temps sera celui de la société en permanence, et la question, naturellement, ce sera de savoir celui qui en sera le maître. Mais en même temps, Et qu'est-ce qui le rallongera ou qu'est-ce qui le raccourcira, ce temps, à l'avenir? Eh bien, il y a deux choses. On va travailler de moins en moins, avoir de plus en plus de temps libre. Oui, il y a deux choses. D'une part, il y a cette tendance très, très, très profonde à la brièveté, qui renvoie d'ailleurs à une tendance très profonde à la précarité, qui renvoie d'ailleurs aussi... Qui renvoie à une tyrannie de l'urgence, peut-être. De l'urgence et de la liberté, parce qu'au fond, la liberté individuelle, c'est le droit de changer la vie. Donc, d'être en permanence en situation de rendre tout précaire. Et donc, nos sociétés de liberté individuelle sont des sociétés qui poussent à la précarité des choix sentimentaux ou de travail ou toutes sortes de choses, et qui poussent aussi à la précarité du contrat de travail, à la précarité du contrat social, et donc au fait que le rapport au temps soit de plus en plus immédiat. On veut tout de suite et seulement pour soi. Donc c'est la vie dans l'instant. Mais simultanément, il y a la prise de conscience que cette priorité de tout de suite détruit l'environnement, détruit le sens de la durée, détruit toute capacité de transmettre aux générations suivantes, et détruit l'humanité. Le court terme, c'est l'instant, c'est la mort de l'infini. En fait, les sociétés humaines souffriront du dérèglement du temps qu'elles ont elles-mêmes causé. Oui, c'est pourquoi il y a aujourd'hui un tel retour en arrière
une telle dialectique entre l'instant, où nous voulons tous être le mieux possible à chaque seconde, et la prise de conscience de l'importance du long terme, de l'investissement à long terme, de la durabilité des choses. On parle de croissance durable, ce qui réinstalle le temps, et même, d'une certaine façon, le retour du religieux, qui est une mesure aussi de la recherche du temps très long, puisque c'est le temps de l'immortalité. Donc on a cette bataille qu'on voit dans le temps, entre une instantanéité de plus en plus forte, une dictature de l'instant, de l'urgence, et une dictature de l'important. Et naturellement, comme chacun sait, l'important, c'est pas l'urgent. Il faudrait être capable de se projeter, sinon c'est être dépossédé de son temps que de ne pas être capable de se voir dans un temps plus long. Oui, c'est exactement ça. Il faut, nos sociétés ne pourront survivre que si elles sont capables d'avoir un projet long et de s'y tenir. Alors, l'idée d'un projet long et de s'y tenir est souvent associée à l'idée de dictature, parce que ce sont les dictatures qui ont une vision totalitaire qui contraignent la liberté. Mais si nous ne sommes pas capables, à l'intérieur des démocraties, de créer une vision du temps qui protège à la fois un bon compromis entre la liberté de l'instant, le droit de changer la vie, la liberté individuelle, et la durabilité sur les générations suivantes, eh bien, l'instant détruira l'avenir, comme c'est arrivé à d'innombrables civilisations qui, en mettant l'accent sur moi tout de suite, ont rendu impossible la vie des générations suivantes. Mais les rythmes dans lesquels nous sommes aujourd'hui, est-ce qu'ils nous permettent de prendre le temps? Si on voit... Si on prend son temps, on se fait dépasser par les autres, non? Oui, mais en même temps, si on prend chaque jour 20 minutes pour faire du yoga, 10 minutes pour méditer, un quart d'heure pour apprendre à respirer, on a au contraire des journées infiniment plus intenses, plus fortes, plus créatives. Oui, mais si on prend le temps de réfléchir, le temps de l'inertie finalement. Non, c'est pas la même chose. Le temps de l'inertie, c'est le temps du rien. Le temps de la maîtrise de soi, que les civilisations asiatiques connaissent infiniment mieux que nous et doivent nous réapprendre, c'est le temps du retour sur soi, c'est le temps de la maîtrise de soi, et c'est un temps qui nous donne à la fois cet équilibre qui est en train de nous échapper. Je pense qu'il y a dans le temps long de l'Asie et le temps court de l'Occident une rencontre qui est nécessaire. Qui est nécessaire, oui. Pour qu'on ait plus le temps, tous ensemble, de poursuivre ce qu'on essaye de faire en étant oui, en sachant dans des sociétés qui sont forcément amenées à se rencontrer, à vivre ensemble à long terme. En sachant qu'elles sont suicidaires si elles ne retrouvent pas cette vision du temps, soit suicidaires parce que l'écologie va nous détruire, soit suicidaires parce que le retour du long terme passera par la dictature. Enfin, pour terminer, est-ce que vous pensez que le temps à l'avenir sera davantage libre et gratuit ou au contraire qu'il sera davantage contraint? C'est une bataille majeure, mais il est évident qu'aujourd'hui, la tendance, c'est de libérer un très grand nombre de temps hors du travail classique, mais qu'en même temps, le temps dit libre est de plus en plus contraint par des tas de choses. Il est contraint par les durées du transport qui ont remplacé le travail, il est contraint par le temps pris à consommer, le temps pris à apprendre, qui est de plus en plus important, et donc le temps vraiment libre n'est pas beaucoup plus important que par le passé, au contraire. Il est contraint autrement que par le travail salarié, mais il reste extrêmement prégnant. Et la grande bataille de demain sera de savoir si le temps sera marchand, au sens où on gagne sa vie, où on dépense de l'argent, ou s'il sera véritablement gratuit, c'est-à-dire qu'on pourra le dépenser, le vivre hors de l'économie de marché, hors du marché. Ça, c'est la grande bataille politique, ce n'est plus de la prévision, c'est de l'action. Merci Jacques Attali, à la semaine prochaine au Palais de Tokyo pour une autre conversation d'avenir. Je vous invite à retrouver cette émission sur notre site internet publicsena.fr, rubrique Conversation d'avenir. Vous pouvez nous écrire pour réagir à ce que nous avons dit aujourd'hui, nous podcaster ou encore consulter nos archives. Merci, à la semaine prochaine.